remercier le Fonds d'avoir organisé cette activité et aussi le secrétariat à la région métropolitaine aussi qui a pris le relais du partenariat avec le ministère des Affaires municipales. Et je remercie aussi tous les autres partenaires qui étaient présents pendant la démarche et que Julien a nommé tantôt, a énuméré. Je remercie aussi les membres de mon équipe d'être présents dans la salle et aussi à Québec, d'être présents vraiment parce que ça a été une équipe formidable, honnêtement, pour ces 3 années-là. On a eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble, même si le sujet évoque beaucoup de misère. Et je vous remercie aussi de votre participation, vous, dans la salle et à Québec et en web diffusion, parce que, honnêtement, vous manifestez un intérêt qui nous encourage à présenter nos résultats, c'est sûr, mais aussi à continuer éventuellement. Donc, la présentation, elle vise à faire, on pourrait dire, un survol des résultats, parce que vous savez bien que dans 3 ans, puis aussi vous allez voir, il y a eu quand même 3 sous-groupes de travail qui ont travaillé à essayer de documenter les enjeux du partage d'espace public. Ça demanderait une plus longue présentation. Donc, c'est vraiment l'idée de faire un survol pour vous indiquer que dans le rapport, c'est un peu plus développé, et vous pouvez y référer. En même temps aussi, on s'est donné comme défi, notre équipe, d'écrire un ouvrage collectif pour justement enrichir davantage le contenu des résultats de notre recherche, qui sont extrêmement riches. Parce que dans le rapport, on ne peut pas, par exemple, on n'a pas assez de place pour appuyer nos affirmations à l'aide d'extraits d'entrevues, par exemple. Donc là, effectivement, ça rend plus vivant les résultats de la recherche en le faisant ça. Donc, je vais commencer à vous présenter les membres de l'équipe, en fait. Il y avait Céline Bello, Jean Gagné, Éric Gagnon, Richard Morin comme professeurs. Il y avait les partenaires de la pratique, René Charret, Frédéric Keck, Bernard Saint-Jacques, et des adjoints à la recherche, 3 étudiants à la maîtrise et 2 étudiants au doctorat. Donc, c'est une grosse équipe pour 3 ans. Effectivement, c'est beaucoup de monde en même temps. Donc, c'était important parce qu'on attendait ces résultats-là, justement, pour nourrir aussi, d'une certaine manière, nous, on voulait arriver à temps, on ne contrôle pas les résultats à chaque fois, mais pour nourrir aussi des éléments de politique jeunesse qui tardent à venir, d'ailleurs, mais on espère effectivement voir les résultats de la recherche pouvoir traverser un peu certains éléments de la politique. La question de recherche, Julien l'a mentionné tantôt. Quels sont les enjeux reliés au partage d'espace public avec les personnes en situation de marginalité à Montréal et à Québec? Nous, au départ, l'appel de contribution, ça a été davantage autour de l'itinérance, les personnes itinérantes. Mais en faisant la revue de littérature, on s'est aperçu que, puis aussi en ayant l'expérience du terrain aussi des deux villes, on s'est aperçu que les problèmes se manifestaient pas seulement qu'au niveau des itinérants qu'on appelle adultes ou l'image qu'on peut s'en faire, c'était davantage l'ensemble des comportements qui pouvaient être en situation de marginalité. Donc, les personnes, ça pouvait être des gens qui vivent de la prostitution, des jeunes de la rue, des personnes itinérantes adultes, des toxicomanes, puis ajoutez-en d'autres s'il y en a d'autres. L'idée, c'était plus ça qui faisait l'ordre des discussions, des échanges, qui faisait l'ordre de problèmes aussi par rapport aux acteurs. Donc, on a appelé ça des personnes en situation de marginalité. Pour faire plus court, je vais parler de personnes marginalisées à chaque fois que je vais en parler. Cette question-là suppose beaucoup de choses. Par exemple, les enjeux ne sont pas objectifs, c'est surtout subjectif, parce que selon la position, la proximité avec les personnes ou l'éloignement, les intérêts qu'on a, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Finalement, ça fait en sorte qu'on ne les verra pas de la même manière. On ne verra pas un problème comme étant aussi grave dans une situation par rapport à une autre, éventuellement. C'est pour ça que nous, on s'est attardé à documenter, à analyser, en fait, ce qu'on a appelé la normativité des représentations touchant les pratiques associées au partage d'espace public. Il s'agit de la normativité, il s'agit en fait des repères normatifs. Puis on va en parler tantôt de quel ordre il s'agit. On s'est aussi intéressé à l'inscription temporelle des représentations, parce qu'effectivement, ça ne date pas d'hier qu'il y a des problèmes dans le partage d'espace public. Puis on a essayé de prendre une façon d'investiguer cette question-là dans le temps. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Est-ce qu'il y a une stabilité dans les représentations des problèmes? Et on a documenté les stratégies de gestion favorisant le partage d'espace public. Comment les gens finalement, font avec les problèmes, comment ils agissent. Pas seulement qu'est-ce qu'ils en pensent, mais aussi qu'est-ce qu'ils font. C'est important de dire aussi que le partenariat a été, la source du partenariat, ça a été aussi, en 2009, le rapport de la Commission de la santé et des services sociaux sur l'itinérance qui a mentionné un aspect important là, des problèmes par rapport à l'itinérance.
c'est qu'on avait observé une montée de l'intolérance des acteurs face aux personnes itinérantes en lien au contexte de revitalisation urbaine. Donc, on voulait effectivement, en faisant l'appel de projets de recherche, mieux comprendre ce qui se jouait là-dedans. Qu'est-ce qui se passe exactement? Et c'est carrément la posture qu'on a adoptée. C'est les contextes de revitalisation urbaine, bien, comment ils affectent ce partage-là. Rapidement, pour les objectifs de la recherche, c'est de tirer des enseignements pour un meilleur partage de l'espace public, surtout aussi de produire un cadre d'analyse des enjeux du partage d'espace public en présence de personnes en situation de marginalité et de nourrir un débat public auprès des acteurs de Montréal et de Québec. Nous avons créé 3 groupes de travail, comme je l'ai dit tantôt rapidement. On s'est séparés en 3 sous-équipes où, justement, on s'est occupé, on pourrait dire, d'investiguer 3 sources de données, sur ce qu'on appelle la triangulation des sources de données, où la première, ça a été l'analyse des discours médiatiques à Montréal et à Québec, de 1993 à 2012, qui touche l'itinérance à travers des articles de journaux francophones. Donc, on a dépouillé 312 articles qui traitaient justement de la place occupée par les personnes en situation de marginalité dans les espaces publics, donc des articles qui traitaient de ça. Ça pouvait être aussi des éditorialistes, mais c'est aussi les acteurs qui sont interviewés par des journalistes dans les articles aussi. On essayait de décoder le discours de ces gens-là pour en repérer des représentations. D'ailleurs, on va les voir une par une tantôt. Là. Ici, c'est éco-sanitaire, démocratique et salutaire. Le deuxième type d'investigation, ça a été 2 enquêtes qualitatives pour Montréal et Québec, où, de façon équilibrée, on avait en tout 75 répondants. Et ce sont des entrevues avec les acteurs impliqués dans les 2 quartiers en revitalisation qu'on a finalement circonscrits. On a choisi en fonction des dynamiques qui étaient encore très vivantes dans les interactions autour du partage d'espace public. Et la dernière source de données, c'est l'analyse des politiques urbaines dans la gestion des espaces publics face à l'itinérance, autour de 71 documents pour Montréal, Québec, Ottawa, Toronto, Calgary et Vancouver, des villes comparables en termes par rapport à Montréal et à Québec. Donc, voilà un peu le point de départ de notre travail. Avant d'aborder rapidement les résultats pour chacune de ces équipes-là, parce qu'après ça, on a fait des liens transversaux entre les résultats de chacune des équipes, qu'est-ce qu'un enjeu? Parce que c'est ça la demande. On nous a demandé c'est quoi les enjeux? Qu'est-ce qui se joue dans le partage d'espace public? Et souvent, dans l'usage commun, un enjeu, on va en faire le synonyme de défi. Je ne sais pas pourquoi, probablement qu'on veut tout de suite éliminer la tension pour tout de suite arriver au résultat, ou à ce qu'il faudrait faire pour résoudre les problèmes. Mais un enjeu, c'est une tension, en fait. C'est comme on jouait aux cartes, il y a une mise, puis l'enjeu, c'est la mise. Donc, on peut gagner ou perdre, et puis là, il y a une tension pendant le jeu. C'est un peu l'idée. Donc, c'est une tension entre différentes manières de voir et de résoudre un problème, dans le cas qui nous intéresse ici. Et ce sont des visions en concurrence, touchant la manière de comprendre, de juger et d'agir. C'est donc pour cette raison-là qu'on a utilisé une grille d'analyse théorique de la normativité des représentations autour de 3 éléments sur lesquels on a porté une attention importante: la gestion des lieux, la gestion des comportements et la gestion des rapports entre les acteurs. On a dit qu'on va falloir qu'on documente l'observation de ces trois domaines-là autour des repères cognitifs, des repères éthiques et des repères politiques. Cognitif, c'est les façons de comprendre. Comment les acteurs comprenaient les situations qui se présentaient par rapport à la gestion des lieux, des comportements ou les rapports entre les acteurs. Même chose pour les rapports éthiques. On peut trouver un synonyme d'idéologie aussi, dans le sens d'idéaux. Et donc, c'est les façons de juger ce qui est bien, ce qui est mal. Donc, on est dans l'ordre des valeurs ici, et non pas des concepts, de la compréhension des choses. Et l'autre série de repères, c'est les repères politiques. On a réduit le politique à l'idée des actions entreprises réellement. Pas seulement que les façons de penser et de juger, mais là, qu'est-ce que vous faites exactement pour voir effectivement les cohérences, puis essayer d'en tirer des logiques de raisonnement. C'était ça que, l'effort le plus difficile à faire, c'était effectivement de se mettre dans l'imaginaire, ou en tout cas dans la logique des personnes, des acteurs qui nous expriment des choses à propos justement du partage de l'espace public, et d'en tirer des logiques qui pouvaient être transversales éventuellement selon les groupes d'acteurs ou par individu. C'est ça qui était le défi pour essayer de voir comment ça se distribue. Et ça, c'était très important parce que notre équipe est composée de gens assez expérimentés sur le plan de la pratique aussi, au niveau des personnes itinérantes, au niveau de la recherche aussi. Et nous sommes une équipe
de personnes aussi qui sont engagées aussi. Hein? On n'est pas neutre dans tout ça. Le défi, c'était d'essayer de se distancier de nos propres repères normatifs dans la projection qu'on pouvait faire dans les paroles des gens interviewés. Et donc là, en faisant cette grille d'analyse-là pour essayer justement de repérer les repères normatifs des personnes, bien, effectivement, on se protégeait quand même de projeter les nôtres. Donc, une première série d'enjeux, on pourrait dire qu'un enjeu important qui est lié au résultat de la recherche sur les discours médiatiques, mais en même temps, on s'est aperçu que ça traversait aussi nos entrevues dans les 2 enquêtes qualitatives, c'est au niveau des imaginaires. Les représentations qu'on a tirées l'interprétation des articles de journaux nous ont montré qu'ils étaient nourris par des imaginaires en tension. Hein. Le premier imaginaire, c'est l'imaginaire éco-sanitaire qui est composé, on pourrait dire, d'éléments de représentation qui sont nourris par cet imaginaire-là, autour de la sécurité, de la civilité, la propreté et du cultivé qu'on oppose à sage, saleté, incivilité, insécurité. Hein, c'était vraiment comme une logique de sens qui tournait autour de ça dans les propos des gens. Et si je vous donne une définition, on pourrait dire, de l'imaginaire éco-sanitaire, ce serait la suivante. L'imaginaire éco-sanitaire, c'est un cadre d'interprétation naturaliste de l'occupation de l'espace public des personnes marginalisées, à l'image d'un environnement naturel dont l'équilibre serait menacé par la présence des personnes marginalisées, présence qui contribuerait à la dévitalisation du centre-ville comme tel. Ce type d'idéologie justifie un discours gestionnaire d'assainissement des nuisances publiques inhérentes à la présence des personnes marginalisées. D'ailleurs, on fait référence souvent à une logique de raisonnement qui tire sa source souvent sur la théorie de la vitre brisée. Bon, je ne veux pas élaborer, mais c'est un élément important qui traverse cet imaginaire-là. On en parle comme si elles étaient des nuisances environnementales, à l'image de la pollution ou de l'invasion d'espèces urbaines nuisibles. Elles contamineraient l'image du secteur en diffusant des signes de décadence, de pauvreté extrême et de dévitalisation qui menacent, si on l'a compris, l'équilibre du nouvel environnement que l'on s'efforce de revitaliser, entre autres en misant sur l'ambiance festive des espaces publics. Donc, on comprend ici que on ne leur reconnaît pas le droit d'accéder à l'espace public de n'importe quelle manière. Okay? Il y aurait des codes de comportement à respecter qui seraient en harmonie avec le nouvel environnement qu'on veut mettre en place. On va aussi jusqu'à se plaindre du fait que les droits des citoyens non marginaux seraient bafoués étant donné l'appropriation exclusive de lieux par les personnes marginalisées. Bon, je pense que ça cristallise pas mal cet imaginaire-là. On va le voir tantôt, comment ça se traduit aussi en stratégie de gestion. Okay? L'autre imaginaire, c'est l'imaginaire démocratique, qui se trouve être un cadre d'interprétation citoyenne de l'occupation de l'espace public des personnes marginalisées. On va parler en termes de justice ou d'injustice sociale, et on va justifier un certain nombre de revendications et d'actions à soutenir des personnes marginalisées, considérées comme des citoyens laissés pour compte ou victimes de préjugés et de profilage social. Et là, effectivement, on va parler d'égalité, d'autonomie, d'inclusion. L'autre imaginaire qu'on a nommé salutaire, qui est plus marginalisé plus marginal par rapport à la présence de ce discours-là dans les médias écrits, mais par contre, on l'entend souvent dans les médias audio ou télévisuels, mais ça, on n'a pas fait d'études là-dessus. C'est un cadre d'interprétation fondant ces représentations sur le désarroi des personnes marginalisées qui occupent l'espace public, en jugeant la vie de rue comme négative en soi. Ce type d'idéologie justifie un discours pragmatique et normalisateur de sortie de la rue des personnes à l'aide de guidance ou de bienfaisance qui permettent de les secourir ou de rescaper les victimes. Donc, on est dans le sauvetage ou la responsabilisation par rapport à la sortie de la rue. Ils ne sont pas à leur place dans la rue, c'est inacceptable et indigne d'eux, donc il faut les sortir. Donc, voilà pour le premier enjeu, admettons, lié aux imaginaires. Donc, vous voyez bien la tension qui existe entre les 3 manières de voir. Le deuxième, c'est une série d'enjeux, effectivement, parce que c'est 2 enquêtes qualitatives où on en a relevé un certain nombre. Je vous présente les principaux, en fait, les enjeux qui sont communs aux 2 villes. Il y a des enjeux spécifiques, je vais en glisser un mot rapidement, mais comme le temps passe aussi, l'idée, c'est de vous donner un aperçu, hein, c'est ça. Donc, les principaux enjeux communs, vous avez ici, comme je vous l'ai dit, un enjeu, c'est une tension entre 2 manières de penser. Okay? Ici, c'était vraiment un enjeu cognitif où, autour des raisons d'occuper l'espace public, on a 2 manières de comprendre. Pourquoi les personnes
en situation de marginalité occupent l'espace public au centre-ville. C'est qu'on, d'un côté, on dit c'est uniquement pour des raisons utilitaires, c'est plus pratique, c'est un peu l'homme rationnel qui, coût-bénéfice, je vais trouver plus de ressources à cet endroit-là, donc je vais m'y rendre. Ou on dit et où, parce que l'autre vision, c'est de dire oui, oui, c'est pratique, mais c'est aussi très, très affinitaire. Parce qu'ils retrouvent là des gens un peu comme eux, où effectivement ils peuvent reproduire une sorte de famille fictive, où justement c'est la protection qui est recherchée, c'est la sociabilité. C'est clair aussi qu'ils sont moins stigmatisés au centre-ville. Les règles du jeu sont un peu plus pluralisées, plurielles éventuellement, donc sont moins désignées que dans des quartiers résidentiels, dans des villages éventuellement. Donc, ce qui fait qu'ils ont une plus grande marge de manœuvre pour vivre un mode de vie en marge. Et dans ce sens-là, bien, ça respire davantage. Et ils peuvent se regrouper. Donc, ça a des conséquences aussi sur un autre enjeu. C'est est-ce qu'on doit laisser, par exemple, l'arrondissement Ville-Marie être la seule concentration de ressources auprès des personnes en situation de marginalité, à cause que les gens sont concentrés là, ou doit-on plutôt déconcentrer les ressources pour alléger le poids de la responsabilité d'offrir des ressources et aussi des problèmes éventuellement qui se retrouvent dans le même lieu? Okay? Donc là, les questions, ça c'est un enjeu à débattre, à discuter. Nous, on n'est pas là pour résoudre l'enjeu, on essaie de montrer les positions des acteurs pour voir ce qui se joue, justement. Il se joue deux manières différentes de comprendre la place des sans-abri ou des personnes marginalisées au centre-ville. L'autre enjeu, c'est les préoccupations quant aux effets de la revitalisation. Il y a certains qui vont nous dire, bien, en fait, notre préoccupation sur les effets de la revitalisation, c'est qu'elle soit économique. Il faut que ça améliore la relance économique. D'autres vont dire, bien non, il faudrait plutôt que ça aussi revitalise, entre guillemets, la dimension sociale. Les gens qui sont là, effectivement, ne devraient pas être mis de côté, mais aussi mis à contribution dans la revitalisation. Il y a tout un enjeu autour, par exemple, de l'implantation des sites d'injection supervisés. Là-dessus, c'est clair. Pour les uns, c'est vu comme une avancée, OK, par rapport à comme une revitalisation sociale du centre-ville. Et pour d'autres, au contraire, c'est un recul parce que ça ferait fuir la clientèle éventuellement, ça ferait peur, ça créerait de l'insécurité. Bon, ça, c'est un exemple. L'autre enjeu, c'est les problèmes qui sont liés au mode d'occupation de l'espace comme tel sont au niveau de la sécurité des lieux ou des personnes. Là, il y a une attention portée surtout par rapport à la sécurité des lieux. Et ça, c'est clair que c'est au niveau du sentiment de sécurité que ça se joue. Certains lieux incitent davantage d'insécurité parce qu'il y a la présence de personnes itinérantes ou de vendeurs de drogue. On fait souvent, même d'ailleurs, des amalgames entre toutes les catégories de personnes. Mais ça va être les lieux. On va identifier des lieux qui diffusent de l'insécurité. Tandis qu'il y a d'autres personnes, d'autres répondants qui vont davantage porter une attention sur l'insécurité des personnes elles-mêmes. En quoi, effectivement, leur sécurité est vraiment mise en danger. Et ça, c'est intéressant de voir que la question du sentiment de sécurité, vous savez très bien que c'est hautement subjectif. Souvent, ce n'est pas du tout en accord même avec l'insécurité objective, dans le sens avec des faits avérés. Même le SPVM, le poste 22, qui dit que depuis 2 ans, les crimes contre la personne ont diminué de 22 bon, dans le secteur qu'on a étudié. On va le voir tantôt. Oh, non, c'est vrai, OK, c'est bon. Parce que, juste pour vous rappeler, le secteur qu'on a étudié, ça se trouve à être près de la place du Puy, la place Émilie-Gamelin, j'ai oublié ce bout-là. Là. La place Émilie-Gamelin et, bon, c'est ça, la place de la Paix, grosso modo. Donc, c'est un peu le secteur dans lequel l'UQAM est implanté, d'ailleurs. Et à Québec, c'est le quartier Saint-Roch. Bon. Et donc, je vous parlais du quartier plus montréalais où il y a 22 de diminution de crimes contre la personne comme telle. Mais on a aussi observé que chez les personnes marginalisées, elles ont aussi un sentiment d'insécurité. Ça, souvent, on l'oublie. C'est comme si elles étaient uniquement à la source de l'insécurité. Mais souvent, ce qu'elles nous dit, c'est qu'elles avaient peur de se faire agresser par des personnes intolérantes, la crainte de se faire repérer par la police ou expulser par les agents de sécurité, la fatigue liée aux nombreux déplacements contraints, le sentiment de ne plus se sentir chez soi dans le quartier, la perte de lieux accessibles où se reposer, le tout conjugué aux tensions associées à la quête quotidienne de la nourriture, l'hébergement, la drogue, la toxicomanie, bon, pour les toxicomanes. Ça constitue les principales sources d'insécurité par rapport à leurs conditions de vie. Tandis que les autres, effectivement, ça va être davantage des comportements d'incivilité comme tels, aussi des gens qui parlent tout seuls sur la rue, qui mendient de manière agressive,
bon, qui peuvent uriner sur la voie publique, qui peuvent dormir dans la cour des uns. Bref, il y a toutes sortes de situations. Je pense qu'on les connaît. On a vu beaucoup de couverture médiatique aussi depuis un certain temps là-dessus. L'autre enjeu, c'est les problèmes liés au mode d'occupation de l'espace public toujours, mais qui relèvent du fait que les personnes marginalisées sont soit objets ou sujets d'intervention. Ça aussi, ça pose comme une tension. Est-ce qu'on prend en considération les personnes marginalisées comme des sujets ou objets? Qui parle pour elles? Qui énonce les solutions les concernant? Parce que si effectivement on se plaint des problèmes liés à l'occupation de l'espace public, puis on ne s'adresse pas à ces personnes-là, mais à d'autres qui les représentent, bien, il peut y avoir des hiatus là-dedans. Puis effectivement, c'est pas évident de savoir exactement qu'est-ce qui fait problème, qu'est-ce qui ne marche pas. Donc, est-ce qu'ils sont juste sujets ou objets? Puis là, effectivement, il y a un enjeu à savoir comment on peut s'y prendre pour analyser les problèmes. Et l'autre, le dernier enjeu, c'est les stratégies de gestion du partage d'espace public qui visent soit à invisibiliser ou à visibiliser les personnes marginalisées dans l'espace public. Et c'est effectivement celui-là qu'on va voir en détail. Bon, si vous voulez, peut-être dans la discussion, on pourra parler des enjeux spécifiques à Québec et à Montréal. Il y en a qui s'expriment différemment, mais comme par exemple, à Montréal, les questions autour de la santé mentale, ça apparaissait davantage qu'à Québec. À Québec, c'était davantage au niveau de la toxicomanie. Ici, les problèmes liés à la police n'étaient pas nécessairement traités de la même manière qu'à Québec. À Québec, on parlait comment on fait pour lier la police communautaire avec les organismes communautaires. Bon, bref, voyez-vous, je ne veux pas entrer dans trop de choses détaillées parce que le temps va trop filer. Là, c'est l'analyse des documents publics. Ici, ce qui ressort, parce que vous voyez quand même, pour Montréal, il y a 17 documents qui ont été dépouillés. À Québec, il y en a 10. Les faits saillants, en fait, c'est que pour Montréal, ce qui ressort davantage par rapport, nous, on s'est concentré sur qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui n'est pas dit, qu'est-ce qui, qui était sous-entendu par rapport au partage d'espace public avec les personnes marginalisées au centre-ville de Montréal, puis pour Québec. Pour Montréal, on disait que la qualité de vie, ce qui ressort, la qualité de vie et la sécurité sont des facteurs importants pour le développement urbain dans les quartiers centraux. Et les personnes itinérantes sont identifiées comme des sources du sentiment d'insécurité. On ne va pas vérifier les faits nécessairement dans ces documents-là, mais on constate, on le reconnaît, il y a un sentiment d'insécurité. Et on préconise la réduction des incivilités, parce qu'il est question de valoriser la sécurité, la propriété des espaces publics. On veut favoriser la réappropriation par les citoyens des espaces publics pour une cohabitation sociale harmonieuse, par l'animation des parcs, par exemple. Et on a une préoccupation en santé mentale, prévention, médiation et concertation. Donc, ça cristallise pas mal le discours, la logique qui est à l'intérieur. C'est sûr qu'il y aurait beaucoup de choses à dire en termes de détails, mais disons que c'est essentiellement sur le plan de la logique cognitive, des repères cognitifs, on pourrait dire que c'est à ce niveau-là. À Québec, on ne fait pas de lien entre les personnes itinérantes et les espaces publics. C'est comme si on n'en parlait pas ouvertement. Okay? Les liens sont plutôt entre la sécurité et la propreté et la qualité de vie des quartiers et éventuellement l'attractivité des espaces publics. Donc, mais d'un autre côté, on observe qu'il y a une augmentation de personnes itinérantes en lien avec une pénurie de logements. Et là, ça crée effectivement un sentiment d'insécurité, mais on ne traite pas d'emblée les espaces publics. Je ne sais pas si on peut régler ça. En tout cas, bon, on continue. Là, on préconise la consultation, la médiation et la concertation. Pour ce qui est de la spécificité, parce que pour les autres documents des autres villes, rapidement, ce qu'on peut dire, c'est que la spécificité au niveau du Québec, c'est qu'on va le voir tantôt, on ouvre la porte à, je dirais, un minimum de tolérance différente des autres provinces autour de la visibilité conditionnelle des personnes itinérantes dans l'espace public, des personnes en marginalité. Tandis que dans les autres provinces, on va, depuis les années 2000, tendre à réprimer les incivilités dans l'espace public avec ce qu'on appelle des Safe Street Acts, donc des lois carrément qui interdisent la mendicité et puis les actes répréhensibles, les incivilités dans l'espace public. Et on va prioriser le logement, justement, pour sortir les gens de la rue, comme tel. Tandis qu'ici, à Montréal et à Québec, on fait un peu... on utilise effectivement le logement, mais on va aussi utiliser d'autres méthodes qu'on va voir tantôt de gestion où on permet quand même la présence des personnes marginalisées dans l'espace public. Donc, voilà.
Ça, là, ici, on pourrait dire que c'est une autre série de tensions entre des stratégies de gestion, cette fois-ci. Et là, on peut les voir une par une. Et après, on va voir, on a construit un schéma qui intègre l'ensemble des résultats dans une analyse transversale. Et on va retrouver ces stratégies d'action-là, de gestion-là, excusez. Donc, vous avez un premier objectif qui est celui d'invisibiliser. C'est comme ça qu'on gère, admettons, le partage d'espace public, c'est par le contrôle de la mobilité des personnes en situation de marginalité. C'est pas mal tout le monde, même les personnes elles-mêmes, vont gérer leur propre mobilité pour, justement, travailler la question du partage d'espace public. Donc, c'est vraiment cette approche-là qui est utilisée. Donc, l'expulsion, la première approche, c'est de faire disparaître les personnes marginalisées, soit la judiciarisation ou l'interdit de quadrilatère. La dispersion, c'est l'idée d'excentrer les personnes marginalisées du territoire occupé, par la déconcentration des ressources, par exemple. La concentration, eh bien là, c'est isoler les personnes marginalisées à l'aide d'écrans. Comme souvent, on nous a dit que, le commandant du poste 21 nous a dit carrément qu'il utilisait parfois, il a déjà utilisé le parc Vigée comme une sorte de soupape pour alléger les tensions dans un lieu où on se plaignait souvent. Donc là, il disait à ses employés, écoutez, achalez-les pas, le parc Vigée, c'est pour eux, puis comme ça, il n'y a pas grand résident autour, on ne se plaindra pas, puis ça va calmer le jeu. Okay? Donc, c'est une stratégie aussi pour le partage de l'espace public. Parce qu'il est important de comprendre, dans le mot partage, ça ne veut pas dire cohabitation, ça ne veut pas dire partage égal, hein? C'est partition, comment on partage les choses. Donc, il y a différentes manières d'y arriver. Et ensuite, on vise l'autre série de stratégies. En fait, c'est une stratégie qu'on a identifiée. C'est la visibilisation conditionnelle, celle dont je parlais tantôt. C'est la dilution. L'idée de minimiser la visibilité des personnes marginalisées en augmentant l'affluence des autres acteurs. Donc, par exemple, l'animation du parc Émile-Gamelin, c'était une manière de faire, ou du parvis de l'église de Saint-Roch. Donc là, l'idée, c'est un peu comme une sorte de mesure de mitigation visuelle où la mesure en question, c'est la masse de personnes qui arrivent tout d'un coup dans le parc et qui fait que l'assaillance des personnes marginalisées est moins forte, est moins évidente. Donc, à ce moment-là, ça minimise l'insécurité et puis ça permet aux gens de s'approprier le parc. La visibilisation assumée. Là, on s'approche plus justement d'un discours autour de la représentation. Le discours des gens du milieu communautaire sont plutôt là-dedans, où on va représenter les personnes marginalisées en défendant leurs droits. Donc, on donne des exemples comme la clinique droit devant, la nuit des sans-abri. Et l'autre, c'est la stratégie de rassemblement, où c'est carrément les personnes marginalisées qui sont vues comme des citoyens à ce moment-là, où on les invite à se rassembler et à exprimer elles-mêmes leurs revendications, leur défense de droits et aussi de faire connaître leur réalité. Il y a une autre stratégie qui est utilisée qui est en quelque sorte aussi un contrôle sur la mobilité, mais qui passe par une autre voie que par le déplacement physique. C'est comme le déplacement identitaire, hein, on pourrait dire. C'est la transformation du statut. À ce moment-là, il y a deux options. Il y a l'option de normalisation, qui rappelle la norme dominante. On rappelle aux gens marginalisés qui doivent changer les signes de leur statut d'itinérant pour celle d'un travailleur ou d'un bénévole ou d'une personne ordinaire. Donc, arrêter d'être une personne itinérante ou devenir quelqu'un d'autre. Donc, on va rappeler les personnes marginalisées, on va leur rappeler les conduites attendues d'elles pour changer de statut. La prévenance, c'est une autre façon de travailler. Là, on va plutôt négocier la norme avec les personnes marginalisées en les invitant à expérimenter des situations différentes de celles de la rue et leur offrir des alternatives à partir de leurs propres désirs. Donc, on fait référence souvent à ce qui se fait dans les cafés-rencontres ou éventuellement les organismes communautaires, comme des cafés-rencontres, l'art visuel, le travail par la vidéo aussi, les pairs aidants, les emplois, éventuellement qu'on va vérifier avec les personnes qu'est-ce qu'elles ont envie de faire comme travail. Ce qui est important de saisir dans le choix de ces stratégies-là, c'est de remettre un peu en contexte pourquoi c'est comme ça. Hein? Habituellement, on le présente un peu avant parce que c'est aussi le résultat de notre vue de littérature. Mais quand on a confronté les terrains là-dessus, on a vu qu'effectivement, il y avait beaucoup de choses qui faisaient beaucoup de sens, admettons, par rapport à ce qui était dit dans les articles qu'on a consultés. Et on s'est aperçu que depuis les années 90, que disent les articles
pour quelles raisons et depuis combien de temps il y a des problèmes de conflit d'appropriation. C'est depuis, justement, la libéralisation des marchés depuis les années 90 qui se sont intensifiés, développés, tout ça, et qui font en sorte que les villes doivent, les grandes villes, en fait, les plus grandes villes qui veulent être, on pourrait dire, les plus concurrentielles dans le monde, donc les villes qui veulent s'inscrire dans le palmarès des villes-mondes, hein, parce que ça existe, il y a un palmarès qui permet effectivement de mesurer le rang dans lequel tu es en fonction de critères bien précis. Eh bien, ça invite les villes d'être en concurrence interurbaine pour justement attirer des investissements de tous ordres. Là. Je veux dire, ça peut être des touristes, comme ça peut être des gens d'affaires, puis aussi des gens qui vont être dans la nouvelle économie, des nouvelles technologies, pour justement les inviter dans un milieu qui serait sécuritaire, convivial, où ils pourraient faire des affaires de façon effectivement efficace et agréable. Et même y vivre. Donc, ce n'est pas uniquement des espaces d'affaires, c'est aussi des espaces résidentiels où on leur dit, regardez, il y a un environnement qui va être drôlement plaisant et on veut vous attirer. On parle de destination, d'ailleurs. Hein? Et c'est comme ça aussi qu'il y a toutes sortes de travaux au niveau du marketing urbain qui se font aussi, qu'on appelle le branding urbain. Juste à penser à des auteurs comme Florida, hein, qui va parler de la classe créative, avec l'indice bohémien, où justement, si vous voulez être une ville gagnante, vous devez attirer tant d'artistes dans tel secteur, dans tel quartier, pour que ça crée un effet d'entraînement, parce que c'est la culture et puis c'est le développement personnel qui va avec le plaisir de faire des affaires. Bon, c'est un peu tout ça qui joue. Donc, mais pour ce qui est de Montréal et de Québec, ce sur quoi on peut tabler, surtout comme segment de marché, c'est le marché du divertissement et des festivals et justement et de la culture. Donc, l'idée, ça va être de créer dans ces villes-là des ambiances consommatoires, hein, qu'on dit vibrantes. C'est un terme ça fait quelques années, à peu près, qu'on utilise ce mot-là, ou stimulante, tu vois, où on va faire vivre une expérience urbaine emballante. Hein, c'est un peu tout ça. Et on va essayer de bien spatialiser ces signes de divertissement et d'identité du quartier, comme entre autres le quartier des spectacles. C'est autour... c'est pour Montréal, mais le nouveau Saint-Roch, c'est pour Québec. Donc, il y a des investissements qui se font dans les espaces publics. Et c'est pas non plus... comment je peux dire ça? C'est pas pour rien qu'on le fait dans les espaces publics, entre autres par des signatures lumineuses, parce que les espaces publics sont des espaces communs où on peut communiquer à tous et chacun justement les projets d'usage de l'espace public qu'on veut aussi voir se pratiquer. Donc, on va y aller de prescriptions symboliques autour justement de ce qu'on souhaite voir faire dans ces espaces-là. On va même carrément mettre en place des infrastructures pour créer des scènes sur mesure, comme à Montréal, bon, tout ça. Donc, l'espace public est tout d'un coup travaillé. Dans la littérature, on va parler de privatisation de l'espace public. Bon, c'est pas comme ça tout à fait, de quasi-privatisation. On peut parler de marchandisation de l'espace public. Bon, c'est un peu une transformation de l'espace public qui est à l'œuvre depuis une quinzaine d'années. Donc, c'est pas pour rien qu'effectivement, les personnes en situation de marginalité, eh bien, qu'on vit une sorte d'exacerbation des conflits depuis une dizaine d'années. C'est parce que là, tout d'un coup, leur place dans l'espace public n'est plus convenue, est moins convenue, on pourrait dire. Et donc, là, à ce moment-là, on essaie de faire avec ce problème-là par toutes sortes de manières, des stratégies de gestion. Il y a aussi un autre aspect, un phénomène intéressant qui a été travaillé par un des étudiants du doctorat de notre équipe qui s'appelle Antonin Margier et qui a fait sa thèse, j'ai soutenu sa thèse en décembre dernier d'ailleurs là-dessus, c'est sur la résidentialisation des espaces publics. C'est un phénomène qui n'est pas nécessairement nouveau, mais qui prend de la place beaucoup dans les centres-villes, où là, on crée des espaces résidentiels, mais on dit aux gens, on vous offre des logements, des condos intéressants, spacieux, nouveaux, modernes, etc., à proximité de toutes sortes de services. Bref, on vend plus qu'un logement. On vend des environnements. Et les parcs publics, par exemple, font presque partie du logement. Donc, l'idée de ce qu'on appelle une résidentialisation de l'espace public. Où là, tout d'un coup, les résidents ont l'impression que le parc leur appartient. D'ailleurs, il y a un inspecteur de la section sud de la police de Montréal qui me disait qu'il a reçu une plainte d'un résident qui était en face du parc Vigier à Montréal et qui se plaignait qu'il y avait un itinérant qui se baignait dans la fontaine et que là, il ne pouvait pas vraiment, en toute sécurité, aller promener son chien dans son parc. Donc,
L'idée, c'est leur parc. Il y a beaucoup de pétitions, d'ailleurs, à Montréal là-dessus, où là, on se plaint de la présence de personnes, soit itinérantes autochtones, par exemple, et on fait des pétitions pour que les personnes, finalement, soient évacuées de ce parc-là, ou en tout cas, les solutions ne sont pas évidentes, effectivement. Donc, voici un peu, on passe à l'aspect transversal, on va vers la fin tranquillement. Le schéma qu'on a construit ici synthétise l'ensemble des 3 démarches d'investigation, OK? Où là, on dit, bien, écoutez, il y a d'un côté, à gauche, un objectif d'invisibilisation. Idéalement, c'est comme l'idéal d'invisibiliser. Dans la pratique, ça ne se passe pas comme ça tout à fait. C'est plus difficile. Et à droite, complètement, c'est la visibilisation, donc la visibilité. Et entre les deux, on voit qu'il y a une option vers la normalisation ou une option vers la prévenance. OK? Et effectivement, vous voyez se distribuer les types de stratégies de gestion qui favorisent plus ou moins l'invisibilisation ou plus ou moins la visibilité. Donc, l'expulsion étant la plus radicale et la dilution étant un peu entre les deux, hein, une visibilisation conditionnelle. Mais le rassemblement étant l'ultime visibilité. Okay? Et là, vous voyez qu'à gauche, justement, les flèches sont séparées. Donc, il y a une tension importante. Là, il y a un enjeu global, un enjeu de fond ici, OK? Où, justement, c'est comme deux idéaux recherchés pour la gestion du partage d'espace public qui sont en conflit, carrément. Donc, d'un côté, on veut prendre en charge les personnes marginalisées aussi sur la transformation du statut, une autre manière de les faire invisibiliser. Et l'autre côté, c'est la prise en compte, la négociation de la norme, où la visibilité est toujours permise. C'est même pas en question. L'idée, c'est de savoir comment la personne a envie, éventuellement, de sortir de la rue un jour. C'est un peu ça l'idée. Et limiter les dégâts pendant qu'elle y est. Et là, on ajoute les imaginaires. Les imaginaires sur lesquels on a travaillé, où on les a identifiés, effectivement, l'invisibilisation, ce serait l'imaginaire éco-sanitaire, idéalement. Okay? En fait, c'est toute la flèche de la concentration à l'expulsion. Et l'imaginaire démocratique, de la dilution au rassemblement. Et l'imaginaire salutaire, davantage à la prise en charge au niveau de la normalisation, du changement de statut d'itinérant à d'autres choses, okay, comme tel. Donc, ça synthétise les choses par rapport, justement, aux façons de s'y prendre actuellement dans les 2 villes. Et ça permet, on l'a déjà vérifié avec les focus group qu'on a déjà entrepris avant de cette présentation-là, auprès des gens, quelques-uns interviewés, d'autres non, là, bon, et qui nous ont dit que ça faisait effectivement du sens. Ça fait comme mettre à plat un peu la patinoire sur laquelle jouent les gens. Bon, ça peut jouer là, dans 5 ans, j'espère que ça va jouer. Mais en tout cas, l'idée, c'est ça, c'est de savoir comment ça va jouer. Et si vous voulez, en même temps, la flèche de gauche vers l'invisibilisation, ça révèle aussi, les deux directions, révèlent 2 modèles de justice, d'une certaine manière. Hein? Et là, qui doivent être en débat, selon nous. Le premier, ça vise à rendre l'environnement des espaces publics sous le contrôle de ses habitants et à combattre les comportements jugés contraires aux règles de conduite propres à la vie citadine. Donc, c'est vraiment la justice va se faire de cette façon-là. Le deuxième vise à défendre les droits des personnes marginalisées dans leur accès aux espaces publics. C'est ce qu'on peut dire pour l'instant, en tout cas. Et dans ce contexte-là, on peut se poser la question sur le que faire, puis on arrive à nos recommandations, à nos balises, tranquillement. C'est qu'il existe aussi un grand courant actuellement où on nous demande d'ailleurs régulièrement, c'est quoi les bonnes pratiques? Quelles sont les meilleures pratiques dans des situations comme celle-là? Okay? C'est le courant qui traverse tout le travail social, toutes les institutions, bref. Et nous, ce qu'on répond, c'est qu'on dit que développer des bonnes pratiques pour résoudre de façon technique les problèmes, dont plusieurs d'entre eux relèvent d'une certaine orientation du développement des centres-villes, n'a de sens qu'en fonction d'une perspective idéologique spécifique et non d'une autre. Rappelons que même si des aspects techniques ne sont pas à négliger, le problème du partage d'espace public ne se réduit pas à évaluer le nombre de toilettes publiques à mettre en place, le nombre de caméras de surveillance à installer ou à mieux gérer le mobilier urbain. Les bonnes pratiques ne sont bonnes qu'en fonction de l'orientation cognitive et éthique que l'on choisit d'adopter. Et dans ce sens, les 2 orientations, ils en ont plein de bonnes pratiques. Vous comprenez? Ça, c'est très important à dire. Et on peut s'en inspirer d'autres aussi, on peut nourrir d'autres, mais la plupart sont nourris d'ailleurs aussi des États-Unis, entre autres, dont New York, pour la partie de gauche, l'invisibilité. New York est une source d'inspiration internationale, donc, dont la nôtre aussi, pour notre ville aussi, nos villes aussi. Bon. Là, passons aux balises. Avant de présenter les recommandations,
Nous, ce qu'on a souhaité faire, compte tenu de ce qu'on vient de vous présenter, c'est qu'il y a beaucoup, là, aussi des préoccupations liées aux préjugés, aux amalgames, à des raccourcis aussi de réflexion par rapport à un problème qui est très, très normatif, très moral, hein, et donc c'est difficile de prendre de la distance. Donc, nous, on a proposé les balises suivantes par rapport à l'analyse du phénomène et aussi les stratégies de gestion lorsqu'on veut s'y engager. Donc, la première, c'est d'examiner les dynamiques locales en termes d'appartenance, de conditions de vie, de relations entre les acteurs, de bien le faire. Et quand on parle de relations entre les acteurs, de conditions de vie et d'appartenance, c'est aussi des personnes marginalisées, ce qui est souvent évacué dans l'analyse. D'aborder l'analyse des enjeux sous la forme d'hypothèses et non d'opinions tranchées pour ne pas clore le débat. Est-ce que les personnes marginalisées viennent au centre-ville parce que c'est une question de business, dans le sens qu'il faut, c'est plus pratique, ou s'ils viennent aussi par appartenance identitaire, voyez-vous? Ça, c'est une hypothèse de dire l'un ou l'autre. Mais là, donc, ça veut dire de réfléchir à, bon, qu'est-ce qu'il y en est? On ne peut pas clore le débat. Puis là, ça a des implications importantes si on se met à agir en fonction de certitudes non vérifiées. Bon. Éviter des amalgames entre comportements de nature différente et de gravité. Les attitudes antisociales et les actes criminels ne sont pas les mêmes. Éviter des lectures simplificatrices de la santé mentale et la tendance récente à réduire la compréhension de l'itinérance à l'étiologie psychiatrique. Ça aussi, vous avez vu depuis la couverture médiatique récente, on a dit ça n'a pas de bon sens, bien, c'est sûr qu'il fait la manchette, hein, c'est plus spectaculaire. Mais là, c'est comme si tranquillement, on est en train de montrer que toutes les personnes itinérantes ou en situation de marginalité ont des problèmes de santé mentale graves et puis qu'elles sont à la limite imprévisibles, toutes intoxiquées et avec lesquelles on ne peut plus parler. Et bon, et ça, à la limite, bien, ça peut effectivement simplifier de beaucoup le phénomène en disant, bien, finalement, elles ne sont pas à leur place. Elles doivent être traitées toutes. Et donc, l'espace public ne doit pas être un lieu à fréquenter pour ces personnes-là. Puis entendons-nous bien, hein, l'idée de notre équipe, ce n'est pas l'idée de dire qu'il faut valoriser la place de l'itinérance dans l'espace public, c'est pas ça. C'est que, concrètement, depuis toujours, il y a des gens qui ne sont pas prêts à sortir de la rue. Bon, et qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas les sortir, justement, de force. Donc, il faut, en quelque part, aussi voir comment on peut faire avec les espaces publics. Et aussi, ce qui est important aussi dans les enjeux qu'on a mis en valeur, c'est que ça a montré l'existence d'un problème de fond de nature politique qui dépasse les difficultés liées aux efforts de résolution technique des nuisances urbaines associées au partage d'espaces publics. En fait, nous, on a rencontré des personnes, des gestionnaires, des professionnels qui nous disent faire ce qu'elles peuvent dans les situations, dans les circonstances auxquelles ils sont confrontés. Ils essaient finalement de faire ce qu'elles peuvent en fonction, bien entendu, de leurs intérêts. Certains font ce qu'elles peuvent en fonction de la valorisation économique, d'autres la valorisation de la qualité de vie résidentielle, puis d'autres dans l'amélioration des conditions socio-sanitaires et culturelles des personnes marginalisées. Donc, tout le monde essaie de faire ce qu'elles peuvent là-dedans. Donc, ça pose des problèmes parce que ça reproduit des tensions conflictuelles, de la responsabilité sociale aussi du problème par rapport aux problèmes liés à cette situation-là, et qui fait en sorte d'enliser tous les acteurs dans ce qu'on peut appeler la gestion permanente du provisoire. Hein, c'est comme si on était toujours en train de répéter les mêmes scénarios tout le temps et depuis des années. Et c'est un peu ce qui se passe. Hein. Et donc, c'est pour ça que nos recommandations vont dans l'idée d'un choix éclairé sur les options normatives, justement pour... Excusez-moi, je vais reprendre. Nos recommandations vont dans le sens de solliciter un arbitrage politique, okay? Mais à partir d'un choix éclairé, puis d'une écoute des personnes marginalisées aussi, les inclure dorénavant dans le débat, en fonction d'un choix éclairé, justement, sur les options normatives et de faire intervenir dans la discussion, justement, l'acteur collectif absent du paysage, les personnes marginalisées elles-mêmes. Parce que vous avez vu le conflit entre deux idéaux, des stratégies de gestion avec lesquelles les gens se débrouillent. Qui va décider? Pas évident. Donc là, effectivement, il faut absolument que le politique fasse un travail. Et jusqu'à maintenant, ça n'a pas été très, très, très clair. Même les avis de la Ville de Montréal, la Ville de Québec n'a pas nécessairement d'avis sur l'itinérance comme telle, mais la Ville de Montréal, ça reste flou dans son avis par rapport à la prise en compte des enjeux et puis des stratégies en cours actuellement. Ça, c'est pas très clair. Mais on sent qu'il y a des tendances. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est est-ce que la Ville peut reviser aussi ses choix
politique dans cette direction-là, et puis en faire un débat avec tout le monde, incluant les personnes marginalisées. Voici nos recommandations. Dans notre rapport, on fait appel à la table interministérielle en itinérance pour qu'elle puisse clarifier l'orientation politique du gouvernement québécois en fonction du cadre d'analyse de la recherche et des balises formulées. C'est ici qu'on dit un arbitrage pour le bien commun, parce que là, actuellement, tout le monde arbitre n'importe quoi, honnêtement. Là. Organiser 2 débats, ce qu'on appelle des forums, à Montréal et à Québec sur les résultats de la recherche, et surtout soutenir l'organisation collective des personnes marginalisées et les inviter à s'exprimer collectivement dans le débat les concernant directement, comme les autres personnes qui sont organisées pour le faire. Donc, à la Ville de Montréal et de Québec, on demande la même chose par rapport à la clarification de la position politique, de déléguer un élu ou une élue sur les questions d'itinérance et de partage d'espace public et de mettre sur pied un comité permanent d'analyse des situations et des problèmes à venir avec la participation d'un groupe de personnes en situation de marginalité. Et lorsqu'on fait, comme on pourrait dire, un focus sur le soutien à l'organisation des collectifs des personnes en situation de marginalité, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Hein? Et si on mettait autant d'énergie à chercher des bonnes pratiques pour gérer leur mobilité et d'argent, on pourrait aussi en mettre sur comment on peut mettre en place des cadres de communication permettant à ces personnes-là de s'exprimer. Vous comprenez? Donc, c'est dans cette perspective-là qu'on souhaite, en termes de recommandations, que la table interministérielle sur l'itinérance prenne position là-dessus. Donc, l'idée, c'est de participer à la définition des problèmes qui les concernent directement, en favorisant une prise de parole publique par un travail préalable de mise en commun des points de vue entre les personnes marginalisées. Comme les autres se préparent, bien, on les aide à se préparer sur des enjeux qui sont très spécifiques et qui les concernent directement. Préparer l'espace de dialogue avec d'autres acteurs à partir de synthèses, de propositions. Donc, il y a tout un travail de préparation important. C'est pas juste donner son point de vue puis on s'en va, OK? Ou uniquement un témoignage. Hein, c'est souvent comme ça qu'on va mettre les gens en situation de dialogue. Négocier des pistes d'action plus adaptées aux réalités des personnes marginalisées. On croit que c'est comme ça qu'on risque, parce qu'on n'est pas non plus... On n'a pas la prétention de changer les choses de façon radicale, on s'entend bien. Là. On essaie juste de penser à faire un pas de plus. Et dans ce sens-là, on pense qu'en les intégrant, bien, on prend le risque de faire un pas de plus en négociant des pistes d'action qui vont être plus adaptées à leur réalité. Parce qu'on a été étonné de voir, effectivement, puis ça fait des années que je le suis, en discutant avec des jeunes de la rue, avec des personnes itinérantes, lorsqu'elles expriment leurs conditions, leur analyse de ce qui se passe, de ce qui se joue, parce qu'elles ont une analyse. Elles ne font pas juste que témoigner de leur vécu. Okay? Elles pensent, ces personnes-là. Donc, lorsqu'elles nous disent ce qu'elles pensent, on est étonné de voir jusqu'à quel point, mon Dieu, je ne savais pas les choses comme ça. Je n'étais pas au courant à ce point-là. Elles nous informent, elles nous expliquent vraiment les pièges aussi dans lesquels elles sont enfermées. Et ça oriente nécessairement les analyses et aussi les pistes d'action éventuelles. Donc, voilà, l'idée, c'est de penser les règles d'un cadre de communication qui favorise le dialogue et non l'affrontement. Et là, éventuellement, effectivement, impliquer... Bien, pas éventuellement. Il faut que ce type d'échange-là entre les groupes d'acteurs, parce que c'est des groupes... Aussi, c'est inviter les groupes de commerçants, les groupes de résidents, les gens des villes, la police, etc. C'est tous les gens du communautaire à dialoguer dans un forum où l'instance politique, quelqu'un de la table interministérielle, c'est ça qu'on demande, bien, soit l'hôte de ce type de débat-là pour qu'elle puisse entendre, écouter et éventuellement faire un choix politique. Bon, je termine la présentation avec les retombées. Hein? Les retombées qu'on peut identifier à l'heure actuelle, c'est la production d'un cadre d'analyse de la normativité des enjeux du partage d'espace public et de sa gestion entre les personnes marginalisées et les autres acteurs. Hein? Notre grille d'analyse sur la normativité cognitive, éthique et politique, elle fonctionne bien. Elle permet de construire un portrait de comment les gens guident leur conduite, guident leur analyse. Okay? Ça, c'est intéressant pour faire des débats. Okay? La présentation des résultats, on le fait en focus group à Montréal et à Québec, à plusieurs des groupes d'acteurs qu'on a interviewés. Et ils nous ont dit que ça permettait d'élucider des logiques normatives à l'origine des positions des acteurs et d'y réagir de façon éclairée. C'est à ça que ça sert notre étude. C'est ça qu'on apprend, finalement. Okay? Et ça donne un nouvel éclairage pour la politique québécoise sur l'itinérance. On nous a demandé notre avis aussi.
Et une publication à venir d'un ouvrage collectif dont je vous ai parlé au tout début de la présentation. Il y a déjà des présentations qu'on a faites, dans plusieurs lieux, au niveau de la santé publique, dans les C3S, les organisateurs communautaires, la Ligue des droits. J'ai même été à Genève présenter ça. En tout cas, bref, voilà. Ça a été fort intéressant. Et puis, je vous remercie de votre attention.